Bienvenue à Repères de mémoire, une nouvelle série de 12 émissions présentées par la Société d'histoire de Drummondville conjointement avec Cogeco Cable. Repères de mémoire porte en sous-titre, vous l'avez remarqué, la mention Drummondville 1815-2000. C'est donc que nous allons retracer certains éléments de l'histoire de Drummondville, d'où bien sûr le nom de la série Repères de mémoire. En fait, ce que nous allons retracer, c'est l'histoire de ce qui s'est passé au 19e siècle, de ce qui s'est passé au 20e avec, bien sûr, le développement industriel du début du siècle. On va parler de la période de guerre, on va parler de cette époque où le textile dominait toute la vie ici à Drummondville. En somme, à la fin de cette série, vous aurez tout ce qu'il faut, en principe, pour vous y repérer. Alors pour l'instant, retournons quelque chose comme 200 ans en arrière pour voir là où tout a commencé. Des Autochtones ayant vécu ici avant l'arrivée des Européens, l'on ne sait vraiment peu de choses, si ce n'est que le territoire où s'implantera Drummondville n'a somme toute été pour eux qu'une terre de passage. Chassés d'Acadie par les colons nord-américains, de même que de la Nouvelle-Angleterre, les Amérindiens n'ont pas vraiment séjourné dans notre région, se bornant à emprunter la rivière Saint-François dans leur déplacement des Appalaches au sud jusqu'au fleuve Saint-Laurent et dans les Laurentides au nord. Vivant de cueillette, de chasse et de pêche, ils ont utilisé la rivière Saint-François comme un chemin qui marche. Et ce chemin est devenu pour eux l'élément fondamental duquel ils tiraient à peu près toute leur subsistance. Sous le régime français, les Européens n'ont pas vraiment exploré les terres de la région. Il faudra attendre l'arrivée des Anglais, c'est-à-dire lorsque les Britanniques s'installeront ici. Et à partir de 1773-74, très précisément d'ailleurs en 1774, le gouverneur Haldimand a dépêché sur les lieux des arpenteurs pour reconnaître la région. Et en 1779, un de ces arpenteurs est venu et par la suite a produit un rapport tellement élogieux vantant les mérites d'une chute où on pourrait très facilement construire un moulin à scie. Cette chute que l'on connaît bien sûr aujourd'hui, ce sont les rapides de Spicer. Eh bien, quand Haldimand a reçu ce rapport, lui-même est devenu tellement enthousiaste à son tour qu'il aurait demandé aux forges de Trois-Rivières de produire les fers nécessaires à la réalisation d'un moulin à scie. Il semble toutefois que le projet de moulin ne s'est pas concrétisé tel que prévu au départ. En 1783, le roi George III demanda qu'on fasse l'arpentage des terres de la région ici dans le but de recevoir d'éventuels loyalistes américains qui voudraient venir s'y établir. Mais en fait, ce ne sera qu'à partir de 1792 que l'on commencera vraiment l'arpentage et la subdivision de ce que l'on appellera les Eastern Townships, pour les mieux distinguer de ceux que l'on délimitera plus à l'ouest dans le Haut-Canada. Les townships de notre région seront, quant à eux, ouverts à la colonisation au tout début du 19e siècle. Ce sera la guerre de 1812 qui sera le déclencheur finalement de la colonisation des townships. En effet, après la guerre en question, les Anglais ne savaient pas trop quoi faire avec leurs militaires et ils ont décidé de jouer d'une pierre deux coups. Une historienne de la région, Mme Marie-Paul Labrec, que nous avons récemment rencontrée, nous explique d'ailleurs que autour de 1815, la situation économique en Angleterre était à ce point détériorée que là, les autorités ont décidé de jouer d'astuce. Il y a des mutations considérables à ce moment-là en Europe. C'est la fin des guerres de Napoléon. Il y a des crises économiques parce que l'industrie de guerre a cessé, ainsi de suite. Alors, on décide de laisser des soldats qu'on a amenés pour finir cette guerre avec les États-Unis et on décide de leur donner des terres. Maintenant, on va leur donner des terres, non pas dans les seigneuries, qui sont déjà occupées considérablement, et on jette un coup d'œil sur notre région, les cantons de l'Est. C'est au major Frédéric George Hériot, qui avait été commandant en second d'un détachement des voltigeurs lors de la guerre avec les États-Unis, que l'on confie la tâche de diriger le futur établissement à fonder dans les townships. Originaire de l'île Jersey, l'une des îles anglo-normandes sises au large des côtes françaises, il y a appris le français, ce qui, à l'évidence, lui donne un net avantage sur la plupart des officiers britanniques. Et c'est Hériot qui est choisi parce que, dans mon opinion, c'est que nous sommes aux confins des seigneuries et au commencement des cantons. On veut y installer des soldats
qui sont licenciés. Par contre, dans ça, il y a des Suisses qui parlent français et il y a aussi des voltigeurs qui ne sont tout de même pas en grand nombre ici parce qu'ils avaient déjà leur paroisse et on sait très bien quelles étaient leurs origines. Alors, à ce moment-là, c'est le gouverneur Prévost, à ce moment-là, qui décide de cette installation sur les ordres qui lui sont venus de Londres. Pourquoi il choisit Hériot? C'est probablement parce que dans une colonisation militaire, il faudra un commandant qui soit plein d'énergie, qui a beaucoup de ressources, ce qu'il a démontré dans son affectation au moment de la guerre de 1812. Cependant, le gouverneur Prévost est bientôt rappelé à Londres. C'est Gordon Drummond qui le remplacera et c'est lui qui donnera ses ordres de mission à Hériot. Et lui enjoindra de venir ici même, très précisément, pour fonder un établissement militaire et agricole. Il y a toujours eu une controverse sur la date de la fondation de Drummondville. Pendant longtemps, on a dit que c'était le 14 avril. Mais comme on nous a fait remarquer, les glaces, et à cette année-là, les glaces sont parties très tard. Alors, ce serait surprenant que le groupe des colons soit arrivé à ce moment-là. Mais c'est fort, on croit qu'il est venu, d'ailleurs, il y a une correspondance qui l'atteste, ils sont venus regarder les lieux où on pouvait s'installer. On avait, à ce moment-là, une préoccupation importante, c'était de trouver des pouvoirs d'eau pour pouvoir installer des moulins. Si vous n'avez pas de moulin à scie, de moulin à farine, vous allez manquer très rapidement d'éléments absolument nécessaires à votre colonisation. Alors, on savait qu'il y avait ici cette chute importante, la chute Lord, qu'on a très souvent traduit comme la chute du Seigneur. Alors, un groupe est venu faire une reconnaissance. Ensuite, vers le mois de mai, d'autres militaires sont venus. On peut se demander par quel chemin, soit par la rivière, mais jusqu'à Saint-Joachim de Courval, ça va très bien. Il y a un portage à faire à Saint-Joachim parce qu'il y a un rapide, où d'ailleurs un moulin avait été établi. Et ensuite, on peut remonter encore jusqu'au pied ici là, des rapides. Mais il y avait aussi une route ancienne qui partait de la baie du Fèvre, enfin des anciennes paroisses, comme on les désignait, et qui suivait la rive nord de la rivière Saint-François et qui se rendait à Sherbrooke et de là qui faisait des liens avec Boston. Et c'est de cette façon que les courriers circulaient. Quand on ne prenait pas la route de Richelieu pour New York, mais celle de Boston était plus courte. Alors, ils sont venus dans des circonstances difficiles de transport, parce qu'il faut penser qu'ils devaient apporter beaucoup de matériaux et de provisions avec eux. Ils ont érigé quelques édifices temporaires, ce qu'on a appelé les baraques, les hangars du roi, et dont le site est connu. Disons que c'est en arrière de l'Union-Vie, où il y avait même une place d'armes, où on avait édifié un hangar, un hôpital, et très rapidement, on a construit une école. Cette bâtisse de l'école servait de lieu de réunion, et elle servait aussi pour l'église anglicane. Je ne pourrais affirmer qu'il y a eu des réunions pour des offices des catholiques. Donc, à l'été de 1815, Drummondville est un fait acquis. Et c'est précisément dans ce secteur de la rue Hériot que balaie présentement la caméra que tout a commencé. Une naissance qui, à tout prendre, ne fut pas trop difficile. Bientôt, les affréteurs de navires s'empressent de publier en Angleterre des placards publicitaires où, pour attirer les gens ici, l'on ne se gêne pas d'affirmer que les voies d'eau, le climat et les qualités du sol font de Drummondville un endroit rêvé pour émigrer. Quant aux autorités anglaises, elles plaident en plus que dans les Eastern Townships, les immigrants britanniques ne seront pas du tout dépaysés, puisqu'ils retrouveront un paysage fort semblable à celui qu'ils connaissaient déjà dans plusieurs régions d'Angleterre. Et là, il faut admettre que l'argument est réel. En effet, la région ne manque pas de sites enchanteurs, tels ce joli méandre que la rivière Saint-François a sculpté dans les hauteurs des townships de Durham et de Kingsley, au bord duquel, d'ailleurs, un premier squatter loyaliste nommé William Cross n'avait pas attendu d'invitation pour venir s'installer, et ce, dès 1801.
C'est d'ailleurs à travers cette pittoresque région vallonnée, typique des premiers contreforts des Appalaches, que l'on a tracé la première route vraiment digne de ce nom, la route des commissaires, qui, à partir de 1831, relia Drummondville à Sherbrooke. Aujourd'hui encore, entre Alverton et Richmond, on retrouve, chemin faisant, certains vestiges de l'infrastructure de pierre qui supportait cette route. Sans conteste, le chemin des commissaires traversait effectivement ce qui est encore et toujours la plus belle des régions, Saint-Turan-Drummondville. En fait, si la publicité vantant les mérites de la région appalachienne n'était pas surfaite, on ne peut en dire autant cependant de celle des armateurs, qui faisaient de Drummondville une région quasi paradisiaque aux richesses naturelles multiples. Au moment de cet établissement, la météorologie a été unique et c'est maintenant documenté et ça a duré presque 2 ans. On sait qu'il y a eu de la neige au mois de juin. Le fleuve n'était pas libre encore avant le mois de mai. Les récoltes n'ont rien donné et même au début de 1816, on a ressenti cette calamité. Drummondville, je dis souvent que Drummondville a survécu envers et contre tout. Et c'est que ces militaires qui venaient s'installer dans le milieu de ce pays sauvage encore, n'étaient pas des cultivateurs, n'avaient pas l'habitude de faire ces travaux qui consistaient à abattre des arbres, à labourer, à enlever les roches et ainsi de suite. Alors, c'était extrêmement difficile et c'est pour ça que la colonie a subi des revers assez rapidement. Bien sûr que dans cette colonie militaire, une des conditions qui adoucissait un peu le sort de nos gens, c'est que les rations militaires, on leur donnait des rations d'aliments. Mais par contre, le travail lui-même devait s'accomplir. Et nous avons des récits, par exemple, qui nous parlent de l'assainissement parce qu'il y avait des parties marécageuses. Et les moustiques. Les moustiques, on disait qu'il y en avait pour chaque heure de la journée. Il y avait le matin les maringouins, ensuite il y avait les mouches noires, ensuite il y avait les mouches à chevreuil en fin de journée, ainsi de suite. Alors ce sont des misères qui nous semblent insignifiantes, mais que si vous les subissez 24 heures par jour, et ensuite être coupé de tout, il n'y avait pratiquement pas de service médical, il fallait faire venir le médecin de l'armée de Sorel. Et les biens de consommation, les choses nécessaires, faire la cuisine dans des conditions comme ça, quand on n'a que des feux ouverts, que des foyers, faire moudre le grain quand on réussit à en récolter. On a des récits qui nous racontent qu'il fallait se rendre à pied jusqu'à Pierreville avant que les premiers moulins soient en fonction. Alors, c'était une difficulté de tous les jours et par des gens qui n'avaient pas d'expérience. Alors, bien sûr, on parle de la misère des colons, mais cette misère était physique souvent, mais elle était aussi morale et elle était aussi spirituelle. Quelles ont été les infrastructures, s'il est vrai qu'on puisse parler d'infrastructures à ce moment-là, sur la question des églises, des diverses confessions religieuses? Oui, vous avez raison. Dans cette misère générale, la seule soupape et le seul secours qui venait, c'était du côté spirituel. Et immédiatement, on a obtenu l'aide de l'évêque de Québec, l'évêque catholique, et aussi des chapelains anglicans de l'armée pour commencer. Et ensuite, un pasteur qui est arrivé ici en permanence. Et les deux paroisses, les terrains pour construire ces édifices religieux ont été donnés par encore le major général Hériot, et dont les deux prénoms étaient Georges et Frédéric. Et c'est ainsi que nous avons la paroisse Saint-Georges et la paroisse Saint-Frédéric. Alors, ces missionnaires ont été extrêmement dévoués, ont apporté autant de consolation morale et aidé beaucoup nos colons. Et avec eux, d'autres personnes aussi sont arrivées. Il fallait des marchands,
Il y avait quelques fonctionnaires qui accompagnaient Hériot parce que, étant donné que c'était une entreprise organisée, alors ces personnes-là ont aussi joué un rôle important comme conseillers, ensuite ils offraient aux gens des biens dont ils avaient besoin. Je pense au marchand Jacques Adhémar. Nous avions aussi des artisans, des boulangers, des cordonniers, des selliers, et c'est ainsi que tout le milieu, le vieux centre de ce vieux Drummondville s'est animé. Et ensuite, la présence de différents groupes. On ne se rappelle pas assez que tout le monde est arrivé en même temps ici. Bien sûr, il y avait les officiers anglais britanniques, mais il y avait dans ces soldats, nous avons eu des Européens dont les familles ont laissé encore des descendants dont nous voyons les noms souvent, que nous rencontrons même amicalement à certaines occasions. Et également, nous avons eu de ces immigrés irlandais chassés par la famine d'Irlande, et nous avons eu des Canadiens français rapidement. Dans les premiers recensements que nous avons, en autant qu'on puisse s'y fier, on voit immédiatement que le nombre de catholiques dépasse le nombre des autres confessions. Alors c'est une indication immédiatement, je comprends que nous avons des Irlandais catholiques, quelques-uns, mais c'est immédiatement une indication que l'élément francophone de nos seigneuries sont arrivés assez rapidement dans Drummond. L'arrivée aussi nombreuse de catholiques dans la région ne doit cependant pas faire illusion. Ces gens étaient pauvres, et ce n'est que grâce à Hériot qui leur fournira les terrains requis qu'ils pourront construire une petite église en bois en 1822, une petite église toute simple, mesurant 10 mètres sur 30, dont on peut voir une réplique d'ailleurs au village québécois d'antan. Le fait est que la petite communauté eut beaucoup de mal à assurer sa survie. Aussi, si l'on a pu dire que la paroisse Saint-Frédéric a été la paroisse mère d'à peu près toutes les autres le long de la rivière Saint-François, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une mère nourricière qui n'était pas très riche. Bien sûr que Saint-Frédéric est la mère de toutes les paroisses de la vallée du Saint-François. Et ce n'est pas sans difficulté. Et remarquez que cette paroisse n'est érigée canoniquement qu'en 1858, ce qui est assez tardif, et que tous nos curés ont porté le nom de missionnaire seulement. Parce qu'on croyait que le droit français n'existait pas dans les cantons de l'Est, donc que l'Église catholique n'y avait aucun droit. Mais la survie de Drummondville a été toujours extrêmement précaire, au point qu'à un moment donné, on a songé à quitter Grantham, quitter le site de Drummondville et d'aller s'installer à Saint-Germain plutôt, dans le 7e rang. Et Monseigneur l'évêque disait « Oh, ça ne sera pas une grosse perte ». Alors vous voyez quelle était l'estime qu'on avait pour ce site de Drummondville. Et c'est le curé d'Orion qui écrit dans les années, justement dans ces années 1850, qu'il ne peut percevoir la dîme, qu'on ne lui donne rien pour vivre, que sa voiture tombe en ruine, son cheval n'est pas vaillant et qu'il n'a même plus de montre. Alors, et on a même obtenu la permission de ne pas laisser la lampe du sanctuaire allumée entre les dimanches parce qu'on n'a pas les moyens de payer l'huile. Alors, est-ce possible? C'est vous-même qui avez déjà écrit, entre autres choses, qu'à un moment donné, on a conscrit littéralement un notaire à qui on a dit « va faire signer des contrats à nos ouailles, comme quoi il s'engage à bien payer la dîme annuellement, et que ce notaire-là, au bout d'un certain nombre de mois de travail, se plaint lui-même de travailler, de ne recevoir aucun salaire pour le faire. Alors lui-même crie famine à un moment donné. Tout à fait. Et c'était cette difficulté de tous d'arriver à obtenir une vie, même une vie matérielle tout simplement convenable. Par ailleurs, il faut aussi penser que le territoire de Drummondville est très inégal en valeur. Mais nous étions installés
sur une source extraordinaire qui était notre richesse hydraulique et qui va permettre d'ailleurs la construction de moulins. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. La vie n'était généralement pas plus tendre envers les anglophones. Cela dit, c'est surtout chez eux que l'on retrouvait les gens les plus à l'aise. Un fait parmi d'autres en témoignera. Dès 1855, soit à peu près au même moment où le missionnaire catholique songeait à plier bagages, la communauté protestante anglaise trouvera les moyens d'ériger une solide église de pierre qui, depuis lors, veille fièrement sur le tombeau du fondateur, Frédéric George Hériot. Mais en 1880, l'établissement des forges va commencer à donner une sorte d'élan industriel. Établissement des forges, dans le fond, qui est beaucoup redevable à l'arrivée du premier chemin de fer dans notre coin, dans le fond, oui. Parce que ça a permis, évidemment, de faire le lien entre les grands axes commerciaux, parce que le chemin de fer, jusqu'aux années 1870, nous avait littéralement boudé, nous, ici à Drummondville. C'est-à-dire que, par exemple, votre paroisse d'aujourd'hui, où vous vivez, a eu le chemin de fer dès les années 1848-49 ou dans ces... oui, les premiers convois sont arrivés en 1850 dans notre patelin d'Actonville et ensuite Richmond, Sherbrooke et jusqu'aux États-Unis. Actonville, Richmond, Sherbrooke et tout cela dès 1850. Alors que, on l'a déjà dit, il faudra attendre jusqu'en 1871-72 avant qu'un premier chemin de fer ne fasse son apparition à Drummondville. Il s'agissait du Richelieu, Drummond and Arthabaska Counties Railway. Il devait ensuite se rendre jusqu'à l'avenir. Et de là, on espérait se rendre à Melbourne afin de faire la jonction avec le Grand Tronc. Et au début, cette ligne, c'était un chemin à lisse de bois, recouvert d'une lame de métal, mais ça n'a pas duré bien longtemps, bien sûr. Le Richelieu, Drummond and Arthabaska Counties Railway passa très vite aux mains du South Eastern Railway. Très vite aussi, les nouveaux propriétaires changèrent les lisses de bois et construisirent une ligne jusqu'à Sutton. C'était un début de désenclavement de la région de Drummondville. Une tentative louable, quoique fort timide. Le développement de Drummondville a été vraiment freiné par ce manque de communication et les routes. On n'a pas eu de route avant 1930. Alors, on a parlé précédemment que les forges McDougall se sont installées finalement en 1880. C'est un peu une espèce d'essor de Drummondville ou de la petite communauté. Parlez-nous donc des forges McDougall, justement. Bien, ces forges s'installent à Drummondville. Bien sûr que le train est un atout, le chemin de fer. Mais aussi, c'est qu'il y a du fer qu'on peut exploiter dans la région. Et c'était de l'autre côté, ce qu'on dit toujours, nous, les gens de Drummondville, de l'autre côté de la rivière, c'était dans Simpson. Et où on transportait, on ramassait ce fer qui était presque à fleur du sol, ce qu'on appelle du fer limoneux. Et pendant longtemps, on a utilisé cette ressource. Il y en avait aussi un peu dans Whitcomb, il y en avait un peu partout, et on a utilisé cette ressource-là. Maintenant, et aussi, c'est qu'il y avait du bois. On chauffait les hauts fourneaux avec le bois pour faire fondre, qu'on transformait en charbon de bois et ensuite qui alimentait les hauts fourneaux. Alors on est venu chercher du bois, on a pris du bois autour dans Whitcomb, on s'est rendu, et là encore, on pouvait le transporter sur le chemin de fer qui se rendait jusqu'à Acton. Alors ces conditions font que cette industrie peut s'installer. On expédiait le fer, là encore, par le chemin de fer, jusqu'à Acton. C'était transbordé sur le Grand Tronc et de là à Montréal. C'est effectivement en 1888 que Drummondville va vraiment devenir ville, c'est-à-dire dans les statuts officiels, n'est-ce pas? En effet, Drummondville, à ce moment-là, atteint la plénitude des institutions municipales pour cette époque. Et il faut dire que pendant longtemps, le conseil de canton, qui avait été formé en 1855, avait été la seule forme d'administration. Et même dans les anciens recensements, on retrouve canton de Grantham et village de Drummondville, mais qui n'est même pas, à ce moment-là, un village qui ne le sera qu'en 1874.
Et l'année suivante, nous avons l'arrivée des Sœurs de la Présentation, ce qui va donner beaucoup de prestige à la ville, un couvent de religieuses, même vis-à-vis les anglophones, c'est très bien vu. Donc, Drummondville, vraiment, là, prend ses véritables assises à partir de cette période-là. Et 1890 va voir maintenant des initiatives qui vont amener là, un développement durable. Tout de même, le développement économique continue. Toujours autour du même secteur, Hériot, Brock, et jusqu'à la rue Marchand, que nous avons connue, qui était à ce moment-là la rue du Couvent. Alors, au moment où on voit Drummondville poindre le nez, je dirais, à la fin du 19e siècle, avec une certaine fierté méritoire d'ailleurs, la ville est frappée par 2 incendies majeurs, n'est-ce pas? Oui, Drummondville a connu des épreuves importantes. Et c'est cette petite municipalité qui n'est pas très étendue. Alors, vous comprenez que les risques de conflagration sont là. Ce sont des maisons de bois. C'est un peu caractéristique pour Drummondville que c'est surtout des constructions en bois. L'église même sera incendiée, alors ce qui va mettre un fardeau très lourd sur la population pour remplacer les institutions. On les a vus reconstruire et on a vu tout de même la vie économique reprendre dans ce secteur. Ces gens ont eu beaucoup de courage et n'ont pas fui leurs responsabilités. Je pense que c'est toujours une caractéristique de Drummondville. Ainsi donc, au 19e siècle, la vie à Drummondville n'a pas du tout, mais pas du tout, été un jardin de roses. Madame Labrec vient de nous le prouver à l'évidence. Il faudra attendre au tournant du siècle, c'est-à-dire au début des années 1900, pour voir vraiment un horizon meilleur se profiler. Et cela, ce sera dû à l'arrivée ici, à Drummondville, d'une entreprise qui gouvernera pour bon nombre d'années la vie quotidienne des Drummondvillois. Alors, à notre prochain rendez-vous, on étudiera plus spécifiquement l'importance de cette entreprise.